Merci Thierry, merci à tous. Vous m'entendez bien? Ok. Alors on va faire un petit saut dans le temps puisque je vous ramène au siècle dernier, déjà, au XXe siècle, avec donc quelques réflexions sur Picasso. Alors il se trouve qu'en fait Pablo Picasso aimait bien les environnements bruyants. Café, fanfare, cirque, corrida jalonnent toute son œuvre picturale comme autant de lieux où règne la musique, les clameurs, les discussions animées. Sans être musicien lui-même, il collectionnait pourtant des instruments de musique dont il explore le pouvoir de séduction dans ses aubades, ou dont il recompose la structure et les propriétés musicales, alors harmonie, disharmonie, son grave, son strident. Donc il recompose ses propriétés musicales dans ses toiles et sculptures cubistes. Enfin, Picasso fait entendre les cris et les pleurs de deux des femmes qui ont partagé sa vie. Olga, l'élégante ballerine russe, se mue en monstre qui gesticule et vocifère lorsque le couple se déchire. Quant à Dora, la jeune photographe yougoslave, elle lui inspire la série des femmes qui pleurent, contemporaine de Guernica, où Picasso rend audibles les hurlements et les plaintes des populations civiles victimes de la guerre. À travers ces trois axes, donc environnement bruyant, instruments de musique, cris et pleurs, nous verrons comment Picasso, par un réseau de synesthésie originale, crée un univers sonore qu'il donne à entendre dans ses tableaux. Dès ses œuvres de jeunesse, où l'on reconnaît l'influence à la fois thématique et technique des impressionnistes, Picasso montre une certaine prédilection pour le bruit. Les rassemblements dans des cafés ou en plein air sont autant d'occasions pour lui de matérialiser sur la toile les conversations animées et les musiques de fond. Comme en témoigne par exemple ce tableau intitulé « Le 14 juillet », daté de 1901. Alors ce tableau est sans doute inspiré du bal du Moulin de la Galette, réalisé par Renoir en 1816. Il représente la foule des Français venus célébrer la fête nationale sur ce qui semble être une place de village. Les nombreux personnages excèdent les limites du cadre, y compris au premier plan, ce qui donne une impression de multitude. Les contours sont peu définis, Picasso employant ici des coups de pinceau rapides et spontanés, ainsi qu'une palette de couleurs vives et contrastées. Par ce choix pictural, le peintre concrétise les discussions qui s'entrecroisent, discussions que l'on ne parvient pas à distinguer, mais dont on perçoit des bribes au milieu des rumeurs et des cris. Outre ce brouhaha, on devine également un fond de musique patriotique ou populaire diffusé par un haut-parleur, alors il se trouve là, donc un haut-parleur fixé sur le poteau orné de cocardes tricolores. En 1916, Picasso fit la connaissance de Serge de Diaghilev par l'intermédiaire de Jean Cocteau. Il participa à la création des décors et des costumes pour les ballets russes et découvrit le monde de la scène. Diaghilev le fit notamment collaborer à son nouveau projet, monter le spectacle Parade avec une musique composée par le pianiste Erik Satie. Le rideau, confectionné pour l'occasion, reprend les thématiques du spectacle. On y trouve les codes de la fête foraine, plus particulièrement ceux d'une troupe de cirque itinérant, dans laquelle apparaissent acrobates, saltimbanques et arlequins, joyeusement attablés, une danseuse féerique, ici au fond, un cheval ailé et son poulain, un chien et un singe. De nombreux accessoires accompagnent les personnages, parmi lesquels de la vaisselle et des instruments de musique. L'un des saltimbanques joue de la guitare. Pardon, je me suis perdue. Ça y est. L'un des saltimbanques joue de la guitare, tandis qu'un tambour est renversé sur le sol. Les accessoires, le désordre qui règne dans cette composition, la gaieté des personnages dont l'attention semble soudain attirée par la danseuse et par le singe, l'estrade en bois sur laquelle évoluent les chevaux, tout cela évoque un joyeux tintamarre souligné par des couleurs vives à dominante rouge. C'est ce même code de couleurs qui est utilisé dans La Danse, peint par Picasso en 1925. La musique est ici suggérée par le mouvement des trois personnages qui dansent, et l'on devine une mélodie rapide et rythmée grâce aux couleurs primaires et secondaires qui forment des contrastes violents, soulignés par un fond sombre et des contours définis, principalement en arrière-plan. Mais le spectacle que Picasso affectionne particulièrement et qui traverse toute son œuvre, c'est la corrida,
dont voici un exemple peint en 1933. Intitulée Corrida, la mort du torero, cette œuvre est particulièrement riche en sonorités. La foule des spectateurs n'est ici que suggérée en arrière-plan par les arènes et les nombreux drapeaux qui flottent au vent. Toute la toile est occupée par la masse noire de l'imposant taureau qui encorne le torero en habit de lumière, renversé sur le dos de l'animal, et par le cheval blanc éventré qui hurle de douleur. Les contrastes de couleurs, les corps qui se contorsionnent, les bouches et les gueules ouvertes qui laissent échapper les cris, suggèrent la violence de la scène et l'on imagine aisément la clameur qui s'élève des arènes horrifiées. C'est donc par un jeu de synesthésie picturale que Pablo Picasso parvient à transcrire l'ambiance des environnements bruyants qu'il affectionne. Les thèmes, le cadre, les formes et les couleurs choisies donnent à entendre les sons qui émanent des scènes représentées. Cependant, le langage de Picasso s'enrichit de nouvelles synesthésies à partir de sa période cubiste, avec l'ajout de la matière comme traduction du son. Picasso n'était pas musicien et n'aimait même pas la musique. Au fond, disait-il sur le ton de la provocation, quand on parle d'art abstrait, on dit toujours que c'est de la musique. Quand on veut en dire du bien, on parle musique. Tout devient musique. Je crois que c'est pour ça que je n'aime pas la musique. Pourtant, le peintre espagnol prenait plaisir à chiner çà et là des instruments de toutes sortes qu'il collectionnait pour mieux en comprendre la structure et les propriétés. Ce travail d'observation minutieux a notamment nourri sa période cubiste, où Picasso propose des séries de violons, mandolines, guitares et autres instruments, en variant les supports et les matières. À la peinture s'agrègent alors les collages de papier, partitions et cartons, comme dans cette œuvre intitulée Violon et datant de 1912. L'on devine ici le travail de décomposition et de recomposition de l'instrument auquel se livre l'artiste. Les surfaces en bois, de la table d'harmonie, les ouïes, le chevalet, le manche, la volute et les cordes tendues sont géométrisées et superposées sur une surface plane, ce qui est caractéristique du cubisme synthétique. Picasso interprète à sa manière les pleins et les vides de l'instrument et leur donne une nouvelle esthétique, plus proche sans doute de sa propre expérience du violon. À la forme classique et ronde de l'instrument principal de l'orchestre symphonique se substitue un amalgame de matière et de formes plus rectilignes, plus âpres, moins harmonieuses. Cette possible disharmonie du violon est explorée toujours en 1912 dans cette autre œuvre intitulée Violon. La toile, le papier et le carton ont laissé place à une feuille de métal découpée, pliée et peinte. Si l'on reconnaît toujours les différents éléments de l'instrument, son esthétique est bien dissemblable, puisque l'on n'y voit que lignes droites, pointes et arêtes tranchantes. La matière même de ce violon, donc le métal, les ruptures entre les différents éléments géométriques de l'objet représenté évoquent le grincement des cordes au passage de l'archet, ainsi que les sons stridents émis par l'instrument. Si l'on compare ce violon avec l'œuvre intitulée Mandoline de 1914, les différences sont flagrantes. Pour ces sculptures, Picasso choisit le bois et vient tempérer les quelques lignes droites par des formes cylindriques et arrondies. Ainsi, la mandoline, instrument à cordes pincées, semble-t-elle capable de produire des sons plus ronds, plus chauds, plus harmonieux que ceux du violon. C'est du moins ce que le regard et la main de l'artiste suggèrent au spectateur grâce aux formes et aux matières utilisées. Pour ce qui est de la guitare, outre l'instrument en lui-même, c'est un certain art de vivre à l'espagnol que Picasso cherche à recréer dans les œuvres qui composent sa série. En voici trois au titre évocateur de Guitare, partition et verre à vin, 1912. Partition, bouteille de Porto, guitare, carte à jouer, 1917. Et enfin, guitare, bouteille, plat de fruits et verre sur la table, 1919. Les synesthésies favorites de Picasso pour représenter la musique sont présentes, mais de façon moins prégnante qu'auparavant. Les matières employées peuvent inclure le collage, les formes mêlent lignes droites et courbes, les couleurs sont variées, mais pas forcément chaudes. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir à quels éléments sont associés la guitare dans l'univers de Picasso.
des partitions, un journal, un verre, une bouteille de vin, des fruits et des cartes à jouer. Le spectateur est transporté en imagination dans un café espagnol où la musique d'une guitare flamenca couvre à peine le brouhaha des conversations et des joueurs, tandis que les bouteilles et les verres teintent et s'entrechoquent. Que le café soit populaire ou littéraire, le vin reste pour Picasso un bon libérateur de la parole et des chants. Dans ce tableau intitulé « Instruments de musique » de 1912, Picasso nous donne sa vision personnelle de l'orchestre ou de la banda. Les instruments, à peine reconnaissables, sont décomposés et géométrisés, puis posés à plat sur la toile dans un désordre qui évoque un joyeux tintamarre. Les sons semblent ici se mêler de façon cacophonique, comme se mélangent les formes et les couleurs. Le cadre ovale, cependant, donne harmonie et douceur à cet ensemble hétéroclite et anguleux. Bien après sa période cubiste, Picasso continue de s'intéresser aux instruments de musique, mais il en révèle cette fois-ci une nouvelle facette dans principalement sa série des aubades. En voici deux exemples, intitulés L'aubade et Nu couché et homme jouant de la guitare. Peints respectivement en 1965 et 1969, ces deux tableaux font partie des dernières œuvres de l'artiste, alors âgé de plus de 80 ans. Je vais vous remontrer la première. Picasso se représente à gauche de la toile comme un homme jeune ou mûr, vêtu ou dévêtu, en compagnie d'une femme nue qui l'écoute attentivement, allongée sur un divan. Dans les deux cas, il se voit comme un musicien jouant soit d'un instrument à vent, donc ici peut-être une clarinette, soit de la guitare. Les similitudes entre les deux tableaux sont frappantes. Quel que soit l'instrument, les sons qui en émanent rajeunissent celui qui en joue, soit physiquement, donc dans le premier tableau il se représente comme un jeune homme, soit par le pouvoir qu'il exerce sur la jeune femme. La nudité des corps, l'attitude contemplative des personnages féminins, les couleurs chaudes, tout évoque la sensualité qui naît de ce moment de séduction pure, rendu possible grâce à la musique. Les femmes qui ont traversé la vie de Picasso ne sont cependant pas toujours représentées dans des scènes de conquête musicale. Certaines d'entre elles, en particulier Olga et Dora, sont parfois évoquées comme les interprètes d'un concert de cris et de pleurs que le peintre espagnol rend audible dans ses tableaux. En 1917, alors que Picasso travaillait pour les ballets russes, il fit la connaissance de celle qui devint sa première épouse, la ballerine Olga Koklova. Un portrait de la jeune femme, peint en 1917, montre toute l'élégance mondaine, mais aussi la fragilité d'Olga. Dans un style très classique, Picasso la représente avec minutie et force détail, adoptant une posture remplie d'une délicatesse mélancolique. La toile reste cependant inachevée, donnant l'impression que la jeune femme flotte dans un espace inexistant qui la rend vulnérable. À peine quelques années plus tard, en 1929, Picasso peint à nouveau son épouse, mais le contraste entre les deux portraits est saisissant. Intitulé « Grand nu dans un fauteuil rouge », ce tableau donne à voir et à entendre une Olga monstrueuse et dégingandée, dont les membres nus s'allongent comme des tentacules et dont la tête renversée en arrière et la bouche grande ouverte laissent imaginer une mégère qui vocifère à longueur de journée. Les couleurs vives et contrastées, soulignées par des contours épais, suggèrent la violence des échanges entre les époux qui se querellent. En 1936, alors qu'il n'était pas encore divorcé d'Olga et qu'il vivait avec la très jeune Marie-Thérèse Walter, Picasso fit la connaissance d'une photographe yougoslave, Dora Maar. Il en réalise ce portrait en 1937. La jeune femme brune est intelligente, raffinée et vive, comme le montrent les formes et les couleurs choisies par Picasso pour la représenter. Ses ongles pointus sont peints d'un rouge vif. Sa posture évoque une femme préoccupée par son image, mais également mûre et avisée. C'est avec elle que Picasso traverse la guerre civile espagnole, et c'est d'elle qu'il s'inspire pour créer une série de femmes qui pleurent, dont voici un exemple réalisé en 1937. Dora Maar est reconnaissable à sa chevelure noire, à son élégance,
puisqu'elle apparaît maquillée et chapeautée, aux couleurs vives qui lui sont caractéristiques, mais l'attitude pensive qui présidait au portrait précédent laisse ici place à un visage grimaçant de douleur. La jeune femme se mord les doigts et essuie ses larmes dans un mouchoir qui ne parvient pas à dissimuler sa bouche ouverte, d'où s'échappent des sanglots désespérés. La série des femmes qui pleurent est contemporaine du tableau le plus silencieusement assourdissant de toute l'œuvre de Picasso. Il s'agit bien sûr de Guernica. Peinte en 1937, cette toile monumentale, puisqu'elle mesure 349,3 par 776,6 cm, oui c'est précis. Donc cette toile est une dénonciation engagée du bombardement par les troupes allemandes nazies et fascistes italiennes de la commune éponyme de la Côte Basque. Le langage pictural de Picasso évoque ici un vacarme épouvantable, avec de gauche à droite, ici, une femme qui pleure en tenant son bébé mort dans ses bras, juste au-dessus un taureau massif dont la tête est surmontée d'oreilles tellement pointues qu'on les dirait tranchantes, un homme ici mort à terre avec une épée brisée à la main, donc l'épée se trouve là, la bouche ouverte dans un cri qu'on croirait interrompu, un cheval ici transpercé par une lance qui hennit de toutes ses forces, une femme qui tente de s'échapper par une fenêtre ouverte en tenant une chandelle à la main, donc la chandelle ici, une autre femme retenue dans sa fuite par sa jambe blessée, vous voyez ici l'énormité de sa jambe, un dernier personnage enfin qui tombe en hurlant de douleur dans un édifice en flammes. Une lampe en forme d'ampoule, ici, donc d'ampoule allumée, éclaire cette scène d'horreur, évoquant à la fois l'œil d'un Picasso omniscient, témoin de la scène, et le bombardement dont la détonation assourdissante couvre l'ensemble des bruits de la scène. C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles Picasso a fait un choix audacieux pour composer ce tableau, celui de l'absence totale de couleurs. Le spectateur est partiellement privé de sa vue, qui est comme modifiée, amoindrie, presque amputée, de la même façon qu'un bruit puissant aurait altéré son ouïe. Les représentations du son, particulièrement nombreuses dans l'œuvre de Picasso, témoignent d'un langage riche de synesthésie et d'oxymore qui donne à entendre le tableau. Les thèmes abordés renvoient à la fois des environnements bruyants et musicaux. Le cadre et les couleurs choisies soulignent la multiplication et la gaieté des bruits. À ces éléments presque évidents s'ajoutent, à partir du cubisme, les supports et les matières comme autant de traductions de la musique et des instruments, de leurs propriétés et de leur pouvoir évocateur. Outre la musique, Picasso s'attache à suggérer le vacarme des cris de colère et de douleur dans ses tableaux, tentative qui culmine donc en 1937 par un Guernica étourdissant de silence. Le peintre espagnol s'y affranchit de son langage pictural de jeunesse, où l'esthétique l'emporte sur le message, pour se centrer sur l'essence même de la peinture en temps de guerre, rendre témoignage à ceux qui n'ont plus la parole, crier pour ceux que l'on a privés de leur voix. Merci. Bravo.